Bonjour à chacune et à chacun, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tous Frères. Nous vous proposons aujourd'hui de vous émerveiller grâce à la nature. Parce qu'en plus, on ne va pas se mentir, côté faune et côté flore, on est bien servi dans nos territoires. Entre les mangroves, les lagons ou encore les montagnes, nous avons de quoi en prendre plein les yeux. D'ailleurs, pour le pape François, la nature est comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté. Notre voyage vers le beau nous emmène à Tahiti, à la découverte des tortues marines. Une association s'active pour les identifier, les protéger et les soigner. Toute une équipe dédiée aux tortues pour les aider à vivre dans leur environnement naturel. Ensuite, allons à la découverte d'autres animaux, comme les grenouilles, les serpents ou les lézards. En Guyane, Vincent, ingénieur et naturaliste, est passionné de photographie. Souvent, il passe des heures, voire des nuits entières dans la forêt à guetter le bon moment pour obtenir le cliché. Dans la chronique cette semaine, nous verrons que nos territoires regorgent d'espèces endémiques, une richesse qu'il faut de plus en plus préserver. S'émerveiller comme saint François d'Assise, qui a souvent admiré la beauté de la création. Il a d'ailleurs laissé une trace de cet enchantement, comme nous l'explique tout de suite Luciano. S'émerveiller, comme dans la vie de saint François d'Assise. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés de la vie de cet amoureux de la création. Un jour de l'année 1204, à Assise, en Italie, un jeune homme nommé François monte fièrement un cheval. Il est interpellé sur sa route par un lépreux. Habituellement, dans cette situation, François tourne la tête et se bouche le nez. Mais ce jour-là, rien ne va se passer comme d'habitude. François est bouleversé par ce pauvre homme rejeté de tous. Il descend de son cheval, lui donne une pièce et l'embrasse. François ne peut pas encore tout expliquer, mais à travers son frère malade, il a vu Dieu et s'émerveille. Quelques mois plus tard, devant la croix, il va s'émerveiller face à ce Dieu qui donne tout par amour. Il reçoit de Dieu un message qui l'appelle à réparer son Église. François prend une décision radicale. Lui qui était un riche fils de marchand, il renonce à tous ses biens jusqu'à se retrouver nu sur la place publique. Plus tard, il crée l'ordre des frères mineurs et va vivre la pauvreté radicale. Et plus il va se dépouiller pour être en communion avec Dame Pauvreté, plus il va s'émerveiller. En 1224, François se retire avec quelques frères sur le mont Alverne. Il vit une profonde communion avec la passion du Christ en recevant les stigmates. Au cœur de sa souffrance, il ne se replie pas sur lui-même. Il se tourne vers la création et s'émerveille. Avant de mourir, alors qu'il est presque aveugle, il écrit le célèbre Cantique des créatures. « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, frère soleil, sœur lune, frère vent, sœur eau, frère feu et mère la terre. » Ainsi, la vie entière de François d'Assise a été marquée par l'émerveillement. Il a su se dépouiller pour garder un cœur capable d'accueillir les merveilles que Dieu a mis sur sa route. Des merveilles si grandes qu'on en parle encore aujourd'hui. Et des merveilles, je peux vous dire qu'il y en a dans cette équipe, comme Aurélie. Bonjour. Merci Muriel, Bonjour Aurélie. Alors, on ne rigole pas dans l'émission Tous Frères. Pourquoi ? Parce que dès le début, on va vous faire rêver. Regardez plutôt ça. Nous allons direction la ville de Faa'a, en Polynésie française, un territoire où cohabitent de nombreuses espèces. Tout à fait. Alors, on peut commencer par dire que 96% du territoire de la Polynésie est occupé par l'océan. Et nous avons découvert l'association Te Mana o Te Moana, qui signifie l'esprit de l'océan. L'objectif de l'association est justement de protéger les fonds marins de Polynésie avec un symbole en particulier, la tortue marine.
Et ce n'est pas une mission qui date d'hier. Tout à fait. Depuis 20 ans maintenant, 650 tortues marines ont été prises en charge. Elles sont identifiées, soignées, parfois élevées, avant d'être relâchées dans l'océan. Et on a suivi Maotio Mana. Regardez, il est technicien de l'association. Sa présence et celle de ses collègues est indispensable pour préserver cette espèce. Vous allez le voir dans le sujet. En quoi notre biodiversité est-elle en danger? Comment donner envie à chacun de protéger la nature? Peut-être en s'émerveillant. Reportage de Jérôme Bonpierre. Comme chaque matin, Maotio vient prendre des nouvelles de ses petites protégées. Blessées, ces tortues marines sont en convalescence dans le bassin de cet hôtel de luxe. Je suis en train de nourrir les grosses tortues aujourd'hui avec une pince. Alors on les nourrit principalement à base de calamars, de poissons et de salade. On essaie de faire des tout petits bouts. Peu farouches, ces tortues se laissent facilement approcher et nourrir. Maotio fait partie de l'association Temana Otemoana, qui veut dire l'esprit de l'océan. Elle se donne pour mission de soigner les tortues malades, blessées. La tortue marine est une espèce menacée aujourd'hui. Ici, c'est surtout le braconnage, la pollution, plastique et tout. Et souvent aussi des chocs avec des bateaux dans le lagon. Depuis 20 ans, l'association a pris en charge plus de 650 tortues marines en les accompagnant dans leur guérison. Direction le centre de soins pour un contrôle sur cette tortue nommée Squeeze. Mais ce matin, l'équipe de soigneurs doit d'abord s'occuper de nouvelles petites arrivantes. Ces bébés tortues sont, une à une, recensées et photographiées. Quota 93. Alors ces petites tortues qu'on appelle des émergents, viennent de l'île de Techaroa. On les a retrouvées dans les nids d'abord, elles étaient bloquées dans les nids, par des pierres ou des racines. Et après, on les prend, on les ramène ici parce qu'elles ont par exemple des lésions ou elles ont été attaquées par des crabes, ça arrive. On les mesure, on les pèse, il y a les soins à procurer et tout, pour voir si elles arrivent à bien nager. Le but final, ce sera de les relâcher dans la nature une fois qu'on voit qu'elles vont bien, d'ici 6 mois, voire 1 an. Vraiment, ça me rend heureux que je me dis que plus tard, les tortues elles seront encore là grâce à mes actions et pour les générations futures surtout. Sur 7 espèces de tortues marines, 5 d'entre elles sont aujourd'hui menacées. Il y a donc urgence pour l'association et Hélène Durand, la directrice générale. Comment ça va, hein? La différence de couleur entre les deux est incroyable. Je trouve que tu peux bien voir l'évolution des couleurs en fonction de la croissance. C'est pas mal, hein? L'association Temana Otemoana est implantée au cœur d'un hôtel très fréquenté. Hélène Durand espère ainsi sensibiliser touristes et locaux sur les tortues marines en s'appuyant sur le capital sympathie de l'animal. La tortue est un symbole des océans. C'est vrai qu'elle représente un être inoffensif qui est face à tous les dangers qui peuvent être retrouvés dans l'océan et elle a ce rôle un petit peu d'apaisement. Lorsque les gens voient les tortues marines, généralement ils sont émerveillés. Donc émerveillés déjà par la beauté de l'animal, mais aussi par sa façon de bouger. Et généralement, ça déclenche des émotions assez fortes. Ces émotions, généralement, suscitent vraiment une envie de les protéger et donc une envie de limiter l'impact de chacun sur l'environnement et d'agir finalement dans son quotidien pour faire en sorte que les générations futures puissent continuer aussi à voir des tortues évoluer dans les océans. The turtle is amazing. It's really nice to see. It's great to be careful about the nature and make sure that the animals can stay protected and that we leave them alone also. Moi, je pense que les gens ils s'émerveillent face aux tortues parce que déjà c'est un animal majestueux. C'est un signe de longévité quand même. Une tortue, ça vit presque 100 ans. Moi, j'ai grandi au milieu de l'eau dans les Tuamotu et travailler dans la nature tous les jours auprès des tortues, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, rapprochez-vous tout le monde. Ok, ça va? Oui. Super. Afin d'éduquer les nouvelles générations,
Lily propose des ateliers de sensibilisation aux écoliers des environs. Celle-ci, elle vit dans la mer et celle-ci, elle vit sur la terre. Très bien. Vous savez jusqu'à quelle vitesse elles peuvent nager, les tortues? Elles peuvent nager jusqu'à 35 km/h. Ouais. L'objectif, c'est vraiment de transmettre aux enfants, aux élèves des connaissances et puis de les sensibiliser sur la protection de l'environnement marin et les animaux qui y vivent, notamment les tortues marines. C'est la plus grande des tortues marines, regarde, c'est celle-ci. La tortue lutte, d'accord? Pour nous, les enseignants, c'est vraiment magique. Ça nous permet d'aller plus loin, de donner du sens à des projets qu'on met en place en classe, dans l'exploration du monde. Et ce sont des activités concrètes qui permettent aux élèves de mieux mémoriser les informations qu'on essaye de leur transmettre. Aujourd'hui, grâce aux actions de l'association, plus de 140 000 enfants ont déjà été sensibilisés. Alors, est-ce que vous voyez des tortues par là? Eh bien, il y en a une qui est juste là. Voir l'émerveillement dans leurs yeux, de voir ces petites étincelles qui montrent à quel point ils sont intéressés, passionnés, puis touchés aussi. Donc tout ça, ça me permet de me rendre compte que j'arrive à transmettre une information qui pourra par la suite avoir un plus grand impact sur une plus grande échelle, j'espère. En fait, il ne faut jamais jeter des plastiques, des déchets et aussi des bouteilles d'eau parce que ça pollue la nature. Aussi majestueuse qu'inoffensive, la tortue fait partie intégrante du paysage du Fénois et de son écosystème. L'émerveillement qu'elle suscite nous invite à une prise de conscience collective pour préserver cette biodiversité. Comme ça fait du bien, on va continuer à s'émerveiller. Direction pour cela le domaine du Châtelard dans la périphérie de Lyon, à Francheville très exactement, à la rencontre de notre invité, le père Xavier de Bénazet. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes jésuite et délégué Laudato Si pour la province d'Europe occidentale francophone. Alors, quand on vous parle de vous émerveiller, à quoi pensez-vous ? Je pense par exemple aux promenades que j'ai l'occasion de faire dans le domaine du Châtelard. Il est aux portes de Lyon, mais il y a 36 hectares autour. Donc il y a une magnifique biodiversité. Il y a en particulier de très très beaux arbres. Et ça, à chaque fois que je me promène, que je prends un temps de prière à l'extérieur, il y a quelque chose de l'émerveillement, de la sagesse et puis de l'étonnement devant ces arbres, leur longévité. Et puis c'est un centre où les gens viennent pour prendre des temps de prière en silence à l'école de Saint-Ignace de Loyola. Et ça aussi, c'est une source d'émerveillement, comment les gens avancent avec Dieu. Et l'émerveillement, est-ce qu'il est spontané ou c'est un choix de s'émerveiller devant le domaine du Châtelard ? Alors, pour la plupart des gens qui viennent, je dirais que l'émerveillement, il est spontané parce que beaucoup de gens qui viennent là sont plutôt de milieu urbain et tout d'un coup, ils voient du vert, on a mis quelques brebis récemment. Enfin, il y a quelque chose d'enfantin qui s'éveille. On évoquait là avec le reportage précédent les yeux des enfants qui pétillent. Généralement, ça vient tout seul. Et puis parfois, quand on accompagne des retraites ou des sessions, eh bien, on peut aider des gens à rentrer un peu plus dans l'émerveillement en les aidant à être un peu plus attentifs, voilà, des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Oui, à faire en sorte que l'émerveillement finalement spontané devienne plus un choix. C'est ça. Et puis, à ce que ça se cultive, voilà, c'est des choses qu'ils ne voient pas. Bon, ils voient des arbres et puis tout d'un coup, on apprend à leur dire, tiens, un chêne, un hêtre, un charme. Et puis, il y a des formes différentes, des couleurs différentes. Quand on parle de fleurs comestibles, des goûts différents. Et ça vient remettre de l'émerveillement là où pour eux, il y a eu des fleurs. Voilà. Donc là, il y a un peu plus de précision et plus d'émerveillement. Alors, vous fréquentez beaucoup de personnes, dont des scientifiques. Est-ce qu'eux aussi s'émerveillent ? Alors, un certain nombre de scientifiques sont sans doute venus, dans ceux que je connais, à leur vocation de scientifique, à cause de l'émerveillement. Qui devant les étoiles, qui devant les plantes, qui devant le corps humain. Et je crois que ça nous dit quelque chose de ce que l'émerveillement suscite comme un premier mouvement. Et puis après, il se transforme en d'autres choses, il se transforme en action. Je dirais que c'est comme un mouvement d'amour qui naît avec l'émerveillement et puis qui après se traduit là dans des choix de vie, de métier ou dans des actions comme celles qu'on a vues autour de ces tortues. Et est-ce que pour les scientifiques comme pour nous, finalement, l'émerveillement peut être un motif de curiosité, un motif de recherche ?
Eh bien, c'est ce que j'essayais de décrire tout à l'heure. De fait, l'émerveillement, il peut être un espèce de starter, voilà, un point de départ. Et puis, on va s'émerveiller de la tortue, voilà, pendant des vacances, pendant une pause. Et puis, on va se dire, mais tiens, en fait, j'ai découvert cette tortue, mais ce qu'on a vu avec les enfants, il y a toute une pédagogie qui se met en place là pour les aider à mieux comprendre. Voilà. Et là, notre curiosité a été éveillée et on se met en route. Et là, l'émerveillement commence à porter du fruit. Oui, parce que quand on parle d'émerveillement, on peut penser à la naïveté, mais vous parliez d'action. Qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement en place ? Là, on parlait beaucoup aujourd'hui de s'émerveiller devant la création. On peut dire que c'est dur de prendre soin de quelque chose qu'on ignore et qu'on n'aime pas. Voilà. Or, notre création, notre planète, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle est fragile. Mais si on ne s'en est pas émerveillé, on risque de l'ignorer. Et on risque de continuer à ce que nous disait le petit garçon, à jeter des plastiques qui après polluent la mer et puis polluent les tortues. Tandis que si on s'est émerveillé, c'est le premier mouvement de l'amour. Et après, on va se mettre en action en conséquence. Voilà. Puisque j'aime, j'ai envie de prendre soin. D'ailleurs, on parlait de création. Est-ce que dans l'Évangile, Jésus s'émerveille? Est-ce qu'il nous guide vers l'émerveillement, justement? Plein de fois. Il n'y a qu'à regarder le nombre de fois où dans les paraboles, Jésus utilise des images qui viennent de la nature, des champs, du blé, des arbres, pour comprendre qu'il s'est émerveillé. Alors il y a en particulier peut-être un petit passage qu'on peut citer, qui est en Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 12, et où Jésus dit, voilà, voyez les lys des champs comme ils sont beaux. Salomon lui-même n'était pas vêtu aussi bien que les lys des champs. Et là, on peut sentir le pape François dans Laudato Si, entre les numéros 96 et 100. Il dit, rentrez dans ce regard de Jésus. Contemplons Jésus qui lui-même s'est arrêté, s'est émerveillé de la création et s'est émerveillé de son Père créateur qui a donné toutes ces bonnes choses. Voilà, donc on est invité à rentrer dans cette école de Jésus qui sait s'arrêter, s'émerveiller et rendre grâce à Dieu. En quelques mots, on pourrait peut-être dire que l'émerveillement pourrait être un nouveau commandement du chrétien et même de toute personne. Oui, quelque part, parce qu'il est une forme d'amour et on revient au grand commandement d'aimer Dieu et puis d'aimer son prochain comme soi-même, oui. C'est-à-dire que concrètement, il faut mettre des actions en place comme protéger l'autre et se protéger aussi ? Oui, et puis puisqu'on est sur cette question de s'émerveiller, ça prend du temps, voilà. Alors peut-être de savoir ménager une pause pour contempler son jardin, pour contempler la beauté de la mer qu'on a sous les yeux, contempler les beautés des légumes sur un marché et des hommes et des femmes qui les vendent et qui les ont cultivés. Alors savoir s'arrêter, c'est peut-être la première action à mettre en place pour savoir s'émerveiller. Eh bien, merci beaucoup de tous ces bons conseils, Père Xavier de Bénazet. Je rappelle que vous êtes jésuite et délégué Laudato Si, qui, en plus d'être une encyclique du pape François, est aussi une émission consacrée à ceux qui cherchent des solutions autour de l'écologie intégrale. Génération au pluriel Laudato Si est à retrouver sur le site internet du Jour du Seigneur. Nous continuons notre petit voyage, notre grand voyage même. Direction maintenant le plus vaste des territoires d'outre-mer, la Guyane, précisément Rémire-Montjoly, situé sur le littoral, un lieu qui regorge de différentes espèces. D'ailleurs, un homme nous a partagé sa passion. Exactement, cet homme, regardez, c'est Vincent. Il est naturaliste et il est aussi ingénieur écologue. Et c'est quoi un ingénieur écologue ? Alors, je ne vais pas dire de bêtises. L'ingénieur écologue, c'est celui qui analyse, mesure et prévoit l'impact des activités humaines sur l'environnement et la biodiversité. C'est complètement en accord avec sa passion pour la nature. Et on peut dire qu'il a choisi le bon territoire parce qu'en Guyane, il est servi. Exactement. 96% du territoire est occupé par les forêts, laissant place à la création de nombreux écosystèmes riches et uniques. Nous nous sommes justement frayé un chemin dans la forêt à la tombée de la nuit avec notre guide Vincent. Heureusement, regardez, avec son outil de prédilection, son appareil photo, car la photographie animalière est une vraie passion pour lui. Petit à petit, il s'est même professionnalisé. Quels sont les sens à éveiller chez nous pour s'émerveiller de la beauté de la nature ? Reportage de Maxime Léqueux. Mon goût pour la nature, on va dire que c'est plus grâce aux parents, grâce aux sorties nature, grâce aux colos de vacances que j'ai pu faire quand j'étais petit. La Guyane, ça m'a toujours un peu attiré. J'aime les grenouilles, j'aime les serpents, j'ai envie de voir plus.
Je suis venu donc après mon bac, maintenant ça fait 10 ans. À l'époque, quand on était petit, c'était vraiment les photos jetables. Donc on tournait, puis on appuyait sur le bouton, il y avait la pellicule qu'on allait se faire développer. C'était vraiment le tout début de mes photos à moi. Forcément, avec l'âge, le temps, j'ai commencé à avoir un petit compact, un petit appareil photo. Et c'est vraiment en Guyane où je me suis dit, là en fait j'aime vraiment ça, j'en fais depuis maintenant en amateur depuis un petit moment, j'ai envie d'avoir du vrai matériel. Et c'est là que je me suis équipé en réflexe, du coup une vraie caméra avec un bel objectif pour faire des photos macro notamment de la faune en Guyane. Actuellement, là, je check mes affaires pour le bivouac. Donc, en termes de couchage, c'est assez simple. Ça va être hamac, bâche et duvet. Parce que la nuit en forêt, il fait quand même assez froid. Après, il faut penser aux affaires type vêtements longs, une lampe frontale pour la nuit, évidemment, et le matos photo. Alors, on est actuellement au Sentier Vidal. On retrouve du coup une forêt qui est quand même assez belle, avec une belle biodiversité, donc beaucoup de serpents. Donc c'est un super spot pour aller faire un peu de bivouac là-bas. Quand tu arrives de métropole, tu n'as pas cette sensation et cette forêt-là qui est dense, qui est vierge, c'est la jungle. Donc quand je suis arrivé ici, je suis vraiment tombé amoureux de cette forêt qui est pourtant parfois un peu hostile, où il y a pas mal d'espèces, où il fait lourd, il fait dense. Mais j'ai vraiment très vite accroché et voilà, maintenant je m'y balade très régulièrement. On est toujours un peu excité quand on part et puis quand on est dans la forêt, il y a ce moment un peu d'attente, de patience à chercher les animaux parce que c'est pas forcément évident. Même si l'espèce, je l'ai vue 10, 15, 20 fois, quand je la revois, je suis toujours hyper content, donc toujours émerveillé et puis toujours comme un grand enfant. Ah. Donc là, on a un superbe individu de liane coiffée. Donc c'est un serpent qui est plutôt petit, qui est brun marron. Donc un bel adulte ici. C'est vraiment un serpent qui est très dur à voir la journée. Du coup, on sort l'appareil photo, on va faire des petites photos de cette belle espèce. Voir ce que ça donne. Magnifique. Prendre des photos de la nature, c'est ça que je trouve ça hyper intéressant, autant pour moi, pour immortaliser un peu des moments, pour avoir des souvenirs et pour pouvoir voir ce que aussi un peu inventorié par la photographie ce que je vois. J'aimerais bien faire en effet un livre plutôt spécialisé reptiles et amphibiens. L'émerveillement, je pense qu'en effet, il est ultra nécessaire pour avoir une sorte d'attrait et d'avoir un regard toujours neuf et toujours un peu impressionné, émerveillé. C'est hyper important pour avoir une sensibilité et protéger la nature. En effet, je pense que c'est une très bonne chose. Et dans la chronique, cette semaine avec vous, Aurélie, vous nous parlez des espèces endémiques. Au total, il y a près de 22 000 espèces endémiques en France et plus de 18 000 se trouvent en Outre-mer. C'est énorme déjà. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est une espèce endémique ? Alors, une espèce endémique, c'est une espèce animale ou végétale qui n'existe que dans une zone géographique définie et qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Muriel, on va le faire ensemble. Regardez, on va en Outre-mer. Voilà. Alors, on a parlé de la Guyane tout à l'heure. Avec les reptiles, la Guyane, c'est aussi les insectes. 100 000 espèces d'insectes en Guyane, dont le Panacea bleuseni, ce magnifique papillon qu'on voit juste ici. Mais mine de rien, le chiffre qu'on voit ici n'est pas si élevé que ça par rapport aux autres territoires. Ah oui, et comment ça s'explique ? Alors, c'est dans les îles qu'on trouve le plus d'espèces endémiques, justement dû à leur isolement géographique. Voilà, dans la Caraïbe, vous voyez, les îles, par exemple, de l'archipel de la Guadeloupe possèdent même leur propre endémisme. Ici, à Marie-Galante, on trouve l'anolis, voilà, un lézard unique. Et puis, en Martinique, on a la fleur boule montagne, donc c'est l'emblème du Conservatoire botanique de Lille. Merci à l'ONF pour cette photo. Elle se trouve dans la région la plus ancienne des Caraïbes, donc ici en rouge dans la presqu'île de Caravelle. Tout à fait. Et y a-t-il un lien avec l'ancienneté des terres ? Complètement. En fait, plus une île est ancienne, plus son taux d'endémisme va augmenter. On va aller dans le Pacifique, Muriel. Voilà, regardez ici, en Nouvelle-Calédonie, c'est le territoire le plus ancien de nos Outre-mer. 30% des espèces sont uniques au monde. Et ici, sur
Le parc provincial de la Côte Oubliée, dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, 82% des espèces présentes sont endémiques. Ah oui, et comment les ultramarins, justement, s'emparent-ils de cette richesse naturelle? Alors, ça passe aussi par nos légendes, évidemment. Et là, je vous ai donné un exemple en Polynésie avec la fleur Tiare Apetahi. Donc, c'est l'histoire d'Apetahi, une très jolie femme, un peu désespérée, qui va dans la forêt à la recherche de son amoureux. Elle ne le trouve pas, elle se serait coupé la main et sur les gouttes de son sang aurait poussé cette magnifique fleur sur laquelle on distingue donc ses 5 doigts. D'accord. Et comment... Malheureusement, alors c'est un peu ce qui est dommage en Outre-mer, c'est que peut-être qu'il ne nous restera plus que des histoires bientôt, parce qu'en Outre-mer, quasiment, énormément en tout cas d'espèces ont été éteintes avant même d'être découvertes. Ah, et comment on fait justement pour préserver ce qui existe? Alors pour préserver ce qui existe, on va parler de l'océan Indien. J'ai l'impression de faire un cours de géographie en même temps. Tout à fait, on est là-dedans. Mais c'est bien, on voit tout de l'Outre-mer. Donc on a par exemple l'exemple du pétrel de Barrow. Donc c'est à la Réunion. Il ne niche que dans les falaises volcaniques de l'intérieur de l'île, donc autour du Piton des Neiges, ici à 3000 mètres d'altitude. Et finalement, la préservation de ces espèces ne tient parfois qu'à l'absence de l'homme dans certaines zones géographiques. Après, on peut quand même reprendre espoir avec Mayotte. Regardez, ici on a le Namulona, arbre présent ici dans la commune de Bandrélé. On en compte moins de 100 et si les adultes connaissaient son existence, à travers plusieurs associations, ce sont aujourd'hui les enfants les premiers protecteurs de cet arbre si précieux. En résumé, nos territoires sont de magnifiques refuges pour la biodiversité mondiale. Pourtant, 16% des espèces ultramarines sont considérées comme éteintes ou menacées. Nous avons donc beaucoup à faire pour passer de l'émerveillement à l'action. Merci Aurélie pour toutes ces explications. Et pour continuer à en prendre plein les yeux tout en préservant l'environnement, voici différents articles présents sur le réseau d'Outre-mer La Première. En première ligne, ce sont ces hommes et ces femmes qui s'investissent pour préserver l'environnement et sa beauté. Et puis, dans l'émission Génération au pluriel, Laudato Si, dont on a parlé avec notre invité tout à l'heure, l'émerveillement passe aussi par l'infiniment petit, et oui, car les sols hébergent 25% de la biodiversité mondiale. Pourquoi les sols sont-ils si importants pour la planète? Réponse donc dans cette émission à retrouver sur Internet. Et vous, de quelle plante, de quel animal vous émerveillez-vous? Envoyez-nous vos photos sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Et vous, Aurélie, vous vous émerveillez devant quoi? Alors moi, ça me rappelle surtout quand j'étais toute petite avec ma sœur, on allait le week-end en famille, en voiture, et on avait toujours le nez rivé vers le ciel pour chercher le papang. C'est notre rapace pays. Ah. Ouais, on en a un, regardez. Wow. Voilà, donc on le cherchait, on exigeait qu'on le suive le plus longtemps possible en voiture, donc on finissait par se perdre, mais finalement, l'émerveillement et l'insouciance que m'apportaient ces moments-là, je le retrouve à chaque fois que j'en aperçois un dans le ciel. Ah, vous avez de la chance. Bah, justement, en parlant d'insouciance, moi, ça me rappelle une histoire que ma famille me raconte souvent. Quand j'avais 3 ans, je suis allée pour la première fois en Martinique, moi qui habitais en région parisienne, et mon oncle ne comprenait pas pourquoi je disais « Tonton, la mer, tonton, la mer ». Je lui ai répété ça une dizaine de fois, il s'est dit « Mais oui, c'est la première fois qu'elle voit la mer, c'est normal », et qu'elle s'émerveille. Et puis finalement, aujourd'hui, je vis encore ces moments d'émerveillement avec mes enfants qui, à chaque fois qu'ils découvrent ne serait-ce que des arbres ou des coccinelles, on voit les yeux qui pétillent. Finalement, est-ce que l'émerveillement, ce ne serait pas une invitation à changer notre regard d'adulte et à tenter de trouver dans notre quotidien 1001 manières de s'émerveiller, en espérant que cela vous inspire? À bientôt. Il flait où nous toutes, coulait à arc-en-ciel. Les Antilles, des bijoux, Guadeloupe, Martinique. Les Antilles, des joyaux, la Guyane aussi. Les Antilles.